quand on parle de bilan, il faut reconnaître que la Côte d'Ivoire enregistre depuis 15 ans une croissance soutenue, de 6 à 7%. Elle est réelle. On note également de nombreuses infrastructures qui sont construites, des routes, des ponts, des écoles, des centres de santé, etc. Même l'extension de l'électrification rurale et l'extension de l'adduction d'eau potable. Mais la question qu'il faut se poser, c'est le bilan, on l'établit par rapport à quoi? Par rapport à quel objectif? Par rapport à quelle promesse? S'il s'agit des éléments que j'ai énumérés, naturellement, le bilan est flatteur. Mais la vraie question, c'est quel est le véritable objectif des politiques publiques? Quelle est la véritable promesse qui a été faite? Et là, c'est l'amélioration des conditions de vie des populations. Et sous cet angle-là, que ce soit du point de vue des revenus, du point de vue des emplois, du point de vue de la qualité des services sociaux, le bilan est moins flatteur. Il est peu flatteur, il est même sombre. Alors, au niveau de... Non, non, tu reviens sur le... Au niveau de l'emploi, les Ivoiriens n'ont pas besoin des chiffres, de nos chiffres, pour sentir le chômage qu'ils vivent. Chacun de nous a un parent ou un proche qui est concerné, qui est touché par le chômage, ils le vivent. Il est difficile d'obtenir des données fiables sur la question du chômage, mais on va faire avec. Au niveau du chômage, donc, comme je le disais, les 15 années de croissance ont eu peu d'impact au niveau social, notamment en matière d'emploi. Au niveau du chômage, le taux officiel qui est indiqué, c'est 2,6%. Mais en fait, ce taux ne reflète pas la réalité, parce que c'est un taux qui est dérivé d'un modèle économétrique qui n'est pas basé sur des relevés, sur un suivi continu ou sur une enquête. Dans d'autres pays, c'est des relevés, des suivis continus ou alors des enquêtes. Le taux de 2,6% ne représente pas la réalité. Ailleurs, 2,6%, c'est le plein emploi. C'est-à-dire que vraiment les gens ne trouvent pas de difficulté à obtenir un travail, ce qui n'est pas le cas ici. Bon, il y a un deuxième taux qui est donné, c'est le taux combiné, sans emploi et sous-emploi. Ceux qui sont sous-employés, ceux qui sont sans emploi, supérieur à 20%. Mais en réalité, si on considère ceux qui sont dans l'informel, c'est près de la moitié de la population qui est concernée. Donc, la question du chômage massif est réelle, notamment le chômage des jeunes, puisque les contingents de jeunes Ivoiriens alimentent l'immigration en Europe. Alors, en la matière, le bilan du RHGP fait apparaître 1,4 million d'emplois créés. Mais quand on prend ces emplois, les sources officielles fiables auxquelles on peut se référer, c'est la CNPS et la SEGRAE. Ceux qui sont employés, ceux qui sont salariés, cotisent à ces structures-là. Et quand on regarde les chiffres de la CNPS entre 2011 et 2024, on a 649 000 emplois, une augmentation des salariés cotisants de 649 000. Donc on peut supposer qu'il y a 649 000 emplois qui ont été créés et en 15 ans. Donc ça fait une moyenne de 200 000 à peu près tous les 5 ans. Et quand on regarde sur la période 2005-2011, toujours les données de la CNPS, on a 211 000 emplois créés. Donc finalement, en moyenne sur 5 ans, les 15 années du régime de RHDP n'ont pas permis de créer plus d'emplois que par le passé, malgré une croissance soutenue 3 fois plus élevée. Donc c'est le bilan inattaquable en matière d'emploi, en fait, est très fragile. Alors,
il y a la finalité de la politique économique, ce n'est pas la croissance. Le taux de croissance n'est pas la finalité. La finalité, c'est le plein emploi et c'est l'augmentation des revenus des populations. Donc si vous avez une forte croissance, qu'il n'y a pas d'impact sur en termes d'emploi et en termes de revenus, le bilan n'est pas bon. Le bilan n'est pas bon. Et en la matière, le président Houphouët-Boigny avait l'habitude de dire que la route précède le développement. Et ça veut dire beaucoup de choses, parce qu'il avait conscience qu'en apportant la route, il n'avait pas encore apporté le développement. Mais aujourd'hui, on confond les infrastructures et le développement. Un oufouettiste ne doit pas confondre infrastructure et développement. Alors, quand on prend donc cette question de bilan basé sur l'infrastructure interroge, même au niveau de la santé. Au niveau de la santé et de l'éducation. Le nombre de classes qu'on brandit, le nombre de classes construites, de centres de santé construits et tout ça, c'est vrai, ce sont des résultats d'une action publique qui est menée, mais ce n'est pas l'objectif final. L'objectif final, c'est la qualité de l'éducation qui est dispensée, c'est l'accessibilité à cette éducation, c'est au niveau de la santé, c'est la qualité des soins et la prise en charge sanitaire. Parce que les classes qui sont construites et les centres de santé qui sont construits, ce n'est qu'une transformation des ressources, des moyens financiers en moyens matériels et humains. Ce n'est pas la finalité. Quand avec les allocations budgétaires qui sont allouées, on recrute des enseignants ou des médecins et on construit des écoles. Donc on a transformé des moyens financiers en moyens matériels pour accomplir la politique d'éducation ou de santé. Et ce sont les résultats de cette politique-là qui sont importants, qui impactent la population. Donc, on se trompe d'objectif. Alors, j'ai juste donné le tableau de la CMU. En matière de CMU, on met en avant le nombre d'enrôlés CMU, 20 millions d'enrôlés, mais là encore, ce n'est pas ça l'objectif réel. Pour l'année 2024, on voit les ressources et les emplois, et on voit qu'il y a 41 milliards qui ont été prélevés en matière de cotisation au titre de l'assurance de la couverture maladie universelle. Et on voit que le fonctionnement de la structure est de 34 milliards, ça fait 83% du montant des cotisations. Quand on compare avec les structures comme la CNPS, la CGRAE, leur coût de fonctionnement ne représente que 14% des cotisations qui sont faites. Donc, l'essentiel des cotisations qui sont faites pour un objectif précis qui est la couverture maladie sont absorbées par le fonctionnement. Et en plus, l'objet même de l'assurance maladie, de la couverture maladie universelle, la CMU y consacre 18,5 milliards. Et dans les 18,5 milliards, il y a les frais le coût d'impression des formulaires de soins, il y a les honoraires des organismes délégués de gestion, il y a 3,7 milliards de reprise du coût de la plateforme avec la SNEDAI. Donc finalement, ce qui est consacré aux prestations maladie véritablement, ça fait à peine 10 milliards. Donc là encore, c'est une structure qui existe, mais le contenu vraiment laisse à désirer. Alors, sous l'angle des revenus, non, tu peux passer. Sous l'angle des revenus, on voit que, Madame la ministre l'a indiqué tout à l'heure, le taux de pauvreté est à 37% sur la base de l'enquête qui est faite en 2022. Mais même aujourd'hui, dans le bilan, c'est toujours les 37% qui apparaissent. La Banque mondiale a fait un rapport en 2024, c'est toujours 37%. Et quand on regarde, on voit que le taux de pauvreté a baissé à peu près sur les premières années. Et ensuite, sur
hein, de moins 4,7% en 4 ans, entre 2011 et 2015, et moins 6,7% en 3 ans, entre 2015 et 2018. Mais depuis 2022, on a 1,9%. Entre 2018 et 2022, c'est en 4 ans, on a eu une baisse de 1,9% du taux de pauvreté. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on assiste à une résistance à la baisse du taux de pauvreté. La croissance qu'on a n'a pas l'impact sur le taux de pauvreté. L'effet qu'on a eu au début, c'était un effet normalisation après la crise essentiellement. Et aujourd'hui, la pauvreté est réelle et elle est plus accentuée en milieu rural, touchant les producteurs agricoles. L'État lui-même organise la pauvreté des populations, des producteurs agricoles, avec les prélèvements excessifs qui conduisent à octroyer moins de 50% des prix mondiaux aux producteurs. Donc et on a une mauvaise lecture d'ailleurs. Quand on multiplie la production du paysan au prix aux producteurs, ce n'est pas les revenus du paysan, c'est le chiffre d'affaires, c'est ce qui représente une sorte de chiffre d'affaires, parce qu'il faut tenir compte du coût. Quand on tient compte du coût qu'il a dû assurer pour entretenir sa plantation, finalement le revenu réel du paysan est insignifiant, et c'est ce qui entretient la pauvreté en milieu rural. Alors on peut passer. Alors que normalement, quand un pays s'enrichit, les citoyens s'enrichissent. En Côte d'Ivoire, malheureusement, c'est un paradoxe. Le pays s'enrichit, le PIB augmente, mais les Ivoiriens restent majoritairement dans la pauvreté. L'enrichissement profite à une minorité. Et normalement, en principe, un pays se développe avec ses champions nationaux. Quand vous regardez l'histoire économique, l'histoire des grandes nations industrialisées, aucune de ces nations ne s'est développée avec les champions nationaux des autres pays. En Afrique, c'est les champions nationaux des autres pays, les multinationales qui viennent développer. Donc, on peut développer un pays. On ne pourra jamais se développer si on ne fait pas naître des champions nationaux. Et généralement, les champions nationaux naissent autour des rentes à l'importation ou bien des principales richesses, mais ni avec le cacao, ni avec le pétrole, ni avec l'or, ni avec le noix de cajou, on a construit des champions nationaux. Et ça, c'est une faiblesse. Aujourd'hui, on ne peut pas faire un bilan sans parler de l'implication des nationaux dans la dynamique économique. Maintenant, le dernier point que je vais aborder sur ce premier volet, c'est l'exploitation des ressources naturelles. Là aussi, on voit que le régime continue avec des contrats d'exploitation très défavorables qui consacrent seulement 10% au pays, alors que nous apportons des actifs miniers et pétroliers. Donc l'actif minier et pétrolier qu'on apporte, c'est comme si ce n'est pas valorisé. L'actif n'est pas valorisé. Donc aujourd'hui, on vit une nouvelle ère, les pays en voie de développement vivent une nouvelle ère de contrats plus équilibrés, moins défavorables. Ça a été le cas au Mali, où aujourd'hui, tous les contrats miniers, l'État a 35%. L'État et le privé national ont 35%. Au Botswana, le nouveau contrat qu'ils ont signé octroie 30% à l'État, avec une évolution progressive à 40% et à 50% de part et d'autre vers 2030. L'Indonésie également est dans cette même logique-là. Donc on ne peut pas aujourd'hui parler de bilan positif avec un système qui perpétue le pillage des ressources naturelles, un système qui maintient, dans lequel on se contente de seulement 10% des revenus de nos propres actifs pétroliers et miniers. Donc voilà un peu le tableau que je voulais. On peut passer au suivant. Alors, maintenant concernant le coût de ce bilan-là, peut-être pour rappeler un peu,
au niveau de le PPTE avait permis de réduire la dette à 4 679 milliards après l'allègement qu'on a obtenu. Mais la situation s'est vraiment détériorée. On a assisté à un réendettement massif et accéléré qui a porté la dette à 30 409 milliards, qui a fait, ce qui fait la dette a été multipliée par plus de 7, pratiquement plus de 6 et quelques. Hein, ça fait près de 550%. Et aujourd'hui, on a un stock de dette qui représente à peu près 58,1%. La dette a doublé pratiquement tous les 4 à 5 ans. De 2012 jusqu'en 2020, il fallait à peu près 4 ans pour que le stock de la dette augmente de 5 000 milliards. Aujourd'hui, tous les 18 mois à 24 mois, la dette augmente de 5 000 milliards pratiquement. Et le financement de l'État aujourd'hui est constitué à peu près à plus de la moitié par de la dette. Et ça, c'est pas viable. C'est pas un système viable dans lequel on peut. C'est pas un système viable qu'on peut continuer. Alors, sur la période 2015-2024, le PIB a augmenté de 25 314 milliards, mais la dette aussi a augmenté de presque autant. Et là, c'est la dette de l'administration centrale. Si on prend en compte l'augmentation de la dette des entreprises publiques, si on prend en compte l'augmentation de la dette fournisseur, si on prend en compte les dettes contingentes, c'est les dettes contingentes, c'est les dettes conditionnées. C'était le cas du troisième pont, où on dit que l'État n'était pas concerné, mais il fallait chaque fois payer quelque chose quand le trafic ne permettait pas de couvrir les... Donc si on prend en compte tous ces éléments-là, on est pratiquement... Donc chaque fois qu'il y a une augmentation de 1000 milliards du PIB, il faut s'attendre à 1000 milliards de dettes. Donc on est dans un système où on a une richesse qui profite peu ou pas aux Ivoiriens, mais ils seront amenés à payer la dette qui est générée par cet enrichissement auquel ils n'ont pas... Alors, je voulais juste, avant de passer au slide suivant, souligner que, et là encore, il y a ces éléments qu'il faut prendre, mais il faut prendre en compte le changement de base. Le changement de base du PIB qui est intervenu en 2015 a fait augmenter le PIB de près de 38%. Donc il y a eu plus de 7 000 milliards qui ont été ajoutés, liés à la prise en compte d'activités de la prostitution, du trafic de drogue, du secteur informel et tout ça, transport informel. Donc si on prend en compte tout ça, si on déduit tout ça de l'augmentation du PIB, la dette même a augmenté beaucoup plus que le PIB. Alors, sur ce slide-là, c'est le solde budgétaire courant. Le solde budgétaire courant, c'est l'ensemble des recettes de l'État, duquel on déduit toutes les dépenses courantes. Quand l'État a financé toutes ces dépenses courantes, y compris les charges, les intérêts de la dette, et on voit que la partie en haut, le solde est positif. La partie en bas, le solde est négatif. Et en dehors de l'année 2011, comme vous le voyez, jusqu'en 2020 à peu près, on est au-dessus. Donc c'est positif. Mais après, à partir de 2020, vous voyez qu'on est en bas. On est dans la partie négative. Donc ça veut dire qu'on a à peu près entre 400 et 600 milliards de dépenses courantes qu'on ne peut pas couvrir avec les recettes propres de l'État et qu'on couvre avec la dette. Et ça, ce n'est pas vraiment une gestion fiable. Alors, non, il y a beaucoup de signes de fragilité des finances publiques. Les intérêts absorbent 25%, plus de 25% des recettes fiscales. En 2015, on était autour de 11%. Donc avant 2015, on était à moins de 10%. Aujourd'hui, on est à 25%.
rien que pour les intérêts, ça absorbe 25% de nos recettes. En France, par exemple, en 2025, c'est 4,6% de leurs recettes fiscales qui vont consacrer aux intérêts. Et même là, c'est énorme et ça fait des vagues. Et nous, on est à 25%. Au niveau de l'ensemble des pays en voie de développement, on sait que la plupart ont des problèmes de dette, c'est à 20%. Et nous, on est à 25%. Le service de la dette également absorbe plus de 70%. Si on prend uniquement le service de la dette, intérêt et capital, c'est plus de 70% des recettes fiscales qui seraient absorbées. Donc, on a aujourd'hui très peu de marge de manœuvre. On est dans une logique d'endettement pour couvrir les besoins. Donc, on est dans une spirale dangereuse d'endettement et de déficit. On peut passer au suivant. Alors, l'avant-dernier slide que j'ai fait. Ici, on a le déficit budgétaire, on a l'amortissement, le déficit budgétaire qui est en bleu, on a l'amortissement de la dette qui est en rouge et on a le besoin de financement. Alors, je vais m'appesantir. Vous voyez que tout est à la baisse. Tout ce qui est en bas, c'est négatif et c'est à la baisse. Plus ça descend, plus le déficit s'accroît. Alors, je vais m'appesantir sur le besoin de financement. Le besoin de financement, c'est le gap entre les recettes propres, l'ensemble des recettes propres et tous les engagements de l'État. Vous prenez toutes vos recettes, vous prenez tous vos engagements, le gap, c'est le besoin de financement qui va vous amener à aller vous endetter. Donc déjà, un besoin de financement élevé est une préoccupation, est une grosse préoccupation. Mais là, dans le cas d'espèce, on a un besoin de financement qui s'accroît, qui vraiment s'agrandit d'année en année. Et on est passé la barre de 6 000 milliards et on va passer à près de 7 000 milliards. Même si le PIB augmente, les recettes augmentent. Mais quand on a pris en compte tout ça, on voit que le fossé continue de s'élargir. Et ça, c'est une inquiétude véritable. On peut passer alors, le dernier slide, peut-être que... Voilà. Non. Ah bon. Le dernier slide. Non. Voilà. Le dernier slide. Alors, ce sont les... Il y a... Logiquement, beaucoup se réfèrent au ratio de la dette sur le PIB de 58% pour dire qu'il n'y a pas de problème de dette et tout ça. Je voudrais seulement souligner qu'en 2000, quand on était déclaré surendetté et avant qu'on bénéficie de l'allègement du PPTE, le ratio de l'endettement était inférieur à 70%. Donc le taux d'endettement n'est pas, en lui seul, ne suffit pas. Il y a toute une batterie d'indicateurs. On en a vu certains tout à l'heure, les charges d'intérêt par rapport à la dette. Mais il y a deux que j'ai retenus principalement. C'est le service de la dette par rapport sur les recettes et la dette extérieure, le service de la dette extérieure sur les recettes et la dette extérieure sur les recettes. Alors, les seuils qui sont définis pour le service de la dette sur les recettes, c'est 18%. Et la dette extérieure sur les recettes, c'est 280%. Et quand on regarde, on voit que depuis 2022, on est au-dessus des seuils. On a vraiment excédé les seuils en 2022 et 2023. En 2024, ça c'est les lois des finances. Généralement, les lois des finances sont optimistes. On verra avec la loi des règlements qu'on va recevoir, que le gouvernement va sortir bientôt. On verra le chiffre de 2024 sera beaucoup plus dégradé que celui-là. Mais déjà, on voit que depuis 2022, on est dans une autre situation où on dépasse véritablement les seuils de viabilité de la dette. Mais malgré cela, les autorités et le FMI indiquent toujours que la Côte d'Ivoire a un risque modéré de surendettement. Alors que avant le PPTE, on avait le même niveau.
Donc le même niveau de stock de la dette sur recette de 323%. Avec ça, on était déclaré surendetté. Et aujourd'hui, on nous dit non, qu'on a un risque modéré de surendettement. Donc vraiment, ça ne traduit pas la réalité. On est dans une zone critique, dans une zone sérieuse. Et il suffit d'une perte de confiance des investisseurs pour ne plus nous octroyer la dette. Donc voilà un peu les points que je voulais souligner. On a une dette qui a explosé et rien ne permet de dire que la situation va changer. Les marges de manœuvre seront très réduites pour les prochains pouvoirs et on a une situation qui risque d'hypothéquer l'avenir du pays. Cela appelle un besoin urgent de réformes profondes et à la fin de toutes ces présentations, ce qu'on retient, c'est qu'il faut faire en sorte que la croissance impacte les populations, qu'il y ait vraiment une amélioration des conditions de vie des populations, aussi bien au niveau de la santé, des services sociaux, que des revenus et de l'emploi. Voilà un peu ce que je voulais présenter. Je vous remercie.